Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette seconde émission tournée ici au nord du Maroc. Alors pourquoi je suis là? Parce qu'il y avait encore des beaux projets à vous montrer, des belles initiatives et puis aussi à évoquer certaines inquiétudes des agriculteurs marocains. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors les loulous, la semaine dernière, on était au Maroc et cette semaine, on y retourne avec une vision plus large de l'agriculture. Pierre Boussel va nous donner son analyse de l'évolution de l'agriculture marocaine et vous verrez que là-bas, comme en France, ça bouge pas mal. Ce qui peut aussi générer quelques craintes, comme vont le souligner des agriculteurs locaux. Et qui dit évolution dit innovation et résilience, et un producteur entreprenant a étudié l'intérêt d'associer culture et élevage, un mariage qui ne va pas de soi là-bas. Alors, comme on dit là-bas, enjoy! Nous sommes allés au cœur de la médina de Tanger à la rencontre de Pierre Boussel. Il s'agit d'un éditorialiste qui connaît très bien le Maroc et il décrypte pour nous quelques tendances d'évolution de l'agriculture marocaine. Pierre Boussel, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec toi ici sur cette superbe terrasse qui surplombe Tanger. Alors, il faut que tu m'expliques, tu es éditorialiste pour Radio Méditerranée Internationale. Quelle est la principale évolution que tu ressens aujourd'hui dans l'agriculture marocaine? La première évolution, c'est la stagnation. C'est pas un mauvais jeu de mots, c'est simplement faire le constat que l'agriculture marocaine a réussi à résister au conflit en Ukraine, qui a complètement remis en cause ce qu'était l'organisation des transferts de céréales sur l'espace euro-méditerranéen avec des connexions sur l'Amérique latine. Ça a tenu, c'est la mission première du Maroc. Il faut voir aussi une chose, c'est qu'au Maroc, peut-être que certains mangent mal, mais personne ne meurt de faim. Et ça, aujourd'hui, en Afrique, ça a une vraie résonance. Donc cette mission première de l'agriculture marocaine, qui est de donner à manger à la population, cette mission, elle est accomplie dans des conditions qui sont effectivement difficiles, mais ils le font. Et ça, il faut vraiment le reconnaître. C'est l'une des grandes qualités et l'un des grands constats qu'on peut faire de l'agriculture marocaine aujourd'hui. Alors quand on regarde un peu les exploitations, il y en a les trois quarts, c'est toutes petites exploitations, et puis quelques grandes, il n'y a pas d'exploitation intermédiaire. C'est très difficile de créer un ascenseur social finalement entre des petites parcelles qui ont été coupées et redécoupées par les héritages successifs, par les achats également, par des gens qui vont essayer d'agréger des parcelles, mais c'est souvent difficile, et puis ça coûte très cher. Ensuite, il faut rationaliser les exploitations. Là encore, ce sont des enjeux économiques, puisque l'agriculteur qui doit investir d'abord doit passer par la banque, ce qui n'est pas forcément... Alors c'est utile, mais ça peut être aussi parfois un peu douloureux. Le matériel coûte cher, il y a une augmentation du coût de la vie générale, engrais, pétrole, etc., semences aussi. Donc il est difficile pour ces petits agriculteurs de s'en sortir, mais comme je le disais tout à l'heure, ils tiennent, c'est essentiel, ils tiennent, mais ils n'arrivent pas à se diriger vers le gap immense qui va nous mener ensuite sur ces immenses exploitations agricoles qui sont sur l'axe Meknès-Fès, qui font l'agriculture marocaine telle qu'on la connaît. Alors, autre tendance qu'on ressent, c'est la grande distribution qui arrive. Est-ce que ça perturbe un peu les équilibres? Ça perturbe, mais on n'a pas le choix. Il faut absolument s'ouvrir. Il faut que, par exemple, nous avons aujourd'hui des consommations de lait qui ont considérablement changé. L'élevage marocain doit s'adapter et ne pas tomber dans le travers que l'on peut vivre aujourd'hui en Tunisie, où il y a des paysans qui sont multi-ruinés, qui en sont réduits à ne plus pouvoir traire leurs animaux. Ils font de la contrebande. Les vaches sont déplacées en camion-benne la nuit à destination de l'Algérie, où elles sont revendues à prix bradé. Alors certes, l'agriculteur a gagné un peu d'argent au black. Bon, c'est toujours, je pense que pour un éleveur, se séparer de ses bêtes, c'est une douleur. Se séparer de ses bêtes dans ces conditions-là, c'est encore plus douloureux. Mais surtout, c'est une fois que l'argent a été consommé, il ne reste plus rien. Ça fait des terres abandonnées, c'est un désastre. Heureusement, le Maroc n'en est pas là. Mais c'est vrai que les éleveurs, à la fois en ovins et en bovins, doivent aujourd'hui collectivement, à l'échelon national, repenser leur production pour s'adapter à une distribution qui est en pleine évolution. Pierre Boussel, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Il existe ici une grande variété de plantes aromatiques et vous le savez, le marché est en plein développement et justement on va aller à la rencontre de certains producteurs qui aujourd'hui ont de véritables inquiétudes. Nous continuons notre découverte de l'agriculture marocaine, cette fois-ci dans la région de Zinat, où nous sommes allés à la rencontre de Abnour Katous, agriculteur et membre de la coopérative Rehan, spécialisée dans la production d'herbes médicinales et aromatiques. Abd relève plusieurs freins qui ralentissent le développement de la coopérative. Il y a une sécheresse que l'on subit depuis 5 ans et qui complique nos itinéraires culturaux. Des gens font aussi de la collecte sauvage des herbes dans la montagne. Il y a également de la spéculation sur les cours, ce qui rend les prix difficiles à anticiper. Enfin, depuis 2016, au sein de la coopérative, nous souhaitons développer notre activité. Mais nous constatons une forme d'entente entre certains partenaires, ce qui nous empêche de décrocher d'autres contrats. La sécheresse dans cette région du Maroc a changé les comportements vis-à-vis de l'utilisation de l'eau, notamment sur les pratiques culturales. Au-delà de ce constat, il existe une volonté aujourd'hui de mettre en avant ces enjeux, notamment auprès des nouvelles générations d'agriculteurs, comme l'explique Ahmed Baidi, membre également de la coopérative Rehan. Ici, vous avez le barrage Moulay Chérif Idrissi. Il faut se rendre compte que ce barrage dispose d'une capacité de 120 millions de mètres cubes d'eau. Avec une rationalisation de l'usage en eau, ce barrage pourrait subvenir aux besoins de la région sur les 7 ans à venir. Mais en poursuivant sur l'usage qui en est fait actuellement, cela tiendra à peine 2 ans. On travaille sur des campagnes de communication, notamment sur les réseaux sociaux, pour alerter la population. Nous sensibilisons aussi les jeunes dans ces zones rurales pour modifier les pratiques culturelles. Mais il ne faut pas s'arrêter au monde rural. Le souci, c'est qu'en ville, la prise de conscience est difficile, car les gens ont le robinet à portée de main, et c'est à peine s'ils contrôlent leur facture de consommation en eau à la fin du mois. Dans les montagnes marocaines, il y a une véritable diversité botanique et malheureusement, il y a parfois des risques de pillage. Je peux vous parler du thym, car aujourd'hui cette plante caractéristique de cette région montagneuse souffre de problèmes de sécheresse, mais aussi de la cueillette sauvage. Elle a donc tendance à disparaître. Il y a un programme gouvernemental qui stipule que seuls les agriculteurs autorisés peuvent prélever un tiers des plantes disponibles pour leur activité. Un second tiers doit être réservé aux abeilles et un dernier tiers ne doit pas être prélevé pour permettre la reproduction de la plante et l'alimentation d'autres insectes et animaux. Le problème, c'est que des cueilleurs qui n'ont aucune autorisation viennent voler les plantes et même au-delà des zones dédiées au prélèvement. Comme en plus ils arrachent toutes les parties de la plante, cette dernière risque de disparaître. La solution, c'est de travailler avec les petits producteurs dont les parcelles sont situées au plus près des montagnes. Ces petits agriculteurs vont avoir un rôle pour l'ensemencement. Ils vont aussi surveiller et protéger les espaces. On réalise aussi des formations complémentaires pour permettre une rationalisation de l'irrigation. À présent, on va aller à la rencontre de Fouad qui va nous expliquer quel est son projet en matière d'agriculture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu remets en cause un peu des modèles. Par exemple, ici, on est sur les hauts d'Amsa, on ne faisait pas du dromadaire et des moutons. Oui, dans toute la région ici, qui est une région un petit peu montagneuse, les gens n'avaient pas l'habitude de voir des dromadaires se balader en pleine montagne, ni même des moutons. Donc on s'est donné un petit peu cette activité-là comme test,
comme essai. Et on veut tester aussi encore autre chose. Et puis tout ça s'inscrit dans une sorte d'agriculture, on va dire, conservatrice de la nature. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est un petit peu en altitude, mais la mer n'est pas loin. Ici, il y a 2 générations, on a déboisé pour essayer de faire des céréales et ça n'a pas marché. Oui, au fait, alors les 2 générations passées, ils ont tous essayé de déboiser au départ pour premièrement se chauffer avec le bois ou le transformer en charbon, et puis ensuite pour faire de la culture, de la monoculture, on va dire, ce qui se fait un petit peu dans les plaines. Sauf que les gens n'y parvenaient pas, et même ceux qui restent à le faire, c'est juste ils le font un petit peu par nécessité parce qu'ils ont du bétail qu'il faudra nourrir ou autre. Mais pour leur propre nourriture, aujourd'hui tout le monde ici il compte plus sur le souk, sur le marché local. Toi, ton idée, c'est d'arriver à faire des modèles qui cumulent différents revenus, par exemple de l'élevage, de la culture aussi et peut-être d'autres activités. Oui, alors le principal, on va dire, élément qu'on essaie de développer ici, c'est d'avoir cette complicité entre toutes les activités qu'on va mener et qu'il y ait des retours, on va dire, des retours financiers qui soient un petit peu échelonnés sur toute l'année. Alors, il y a l'élevage, on travaille sur les saisons. Il y a par exemple la saison des moutons, qui est la saison de la fête du sacrifice, qui va avoir lieu dans 2 mois maintenant. Donc ça, c'est une étape aussi qu'on se prépare pour ça et tout. Maintenant, on veut créer une huilerie pour l'huile d'olive. Ça aussi, ça va nous prendre une bonne part d'activité. En général, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire une sorte de forêt fruitière et en même temps de cultiver en bas. C'est recréer les étages de culture et que chaque étage de culture soit dédié à une activité bien propre. Et puis pourquoi par la suite faire des transformations de ces matières qui vont être résiduelles. Soit on transforme ça en termes d'habitation ou on transforme ça en termes de chapeaux, habillements et autres. Et c'est ce genre de choses qui va faire, on va dire, qui va nous permettre de nous en sortir financièrement de ce qu'on fait. Parce que on veut bien développer des choses, on va dire, naturelles, pour ne pas dire le mot bio, naturel, sauf que ça a un coût, le temps, le travail, l'énergie et puis la matière qu'on ramène au départ. Et puis on ne va pas réussir si les gens qui travaillent avec nous ne gagnent pas bien leur vie. Toute dernière question, paradoxalement, le coût d'un hectare de terre, ça coûte très cher ici, ça coûte combien ? Le coût d'un hectare de terre ici, il varie entre 30 000 euros et 50 000 euros minimum. Il y a même des terrains qui valent plus parce qu'ils ont la proximité avec l'eau ou avec les rivières. Je pense que c'est dû un petit peu au développement touristique de la zone, qu'on veut aussi surfer sur la même vague quelque part. C'est-à-dire notre idée c'est d'exploiter ce terrain-là qui est cher mais au maximum. C'est comme le terrain, l'investissement sur le terrain est déjà élevé au départ, on sait que l'élevage, l'agriculture, ça ne va pas être vraiment suffisant si on veut faire un retour sur investissement rapidement. Donc il faut qu'on le complète avec d'autres activités. Merci Fouad et félicitations pour ce beau projet. Merci de nous avoir visité Jean-Paul et je t'invite à revenir nous visiter aussi l'année prochaine. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre chaîne YouTube avec 2 nouvelles vidéos et puis aussi vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.